Chers petits observateurs, je suis avec le commandant Châtel. En personne. En personne, nous continuons notre déambulation et je vais vous faire un cadeau, commandant. Ça, c'est gentil. Un vrai. Là, on va faire une vidéo, on se fiche qu'elle fasse beaucoup de vues, même si une seule personne la voit. C'est vraiment... Ouais, c'est un cadeau que je vais vous faire. On va parler de Bugatti et moi, je sais pas vous, mais à chaque fois que je dis Bugatti, je me sens un peu gêné tellement c'est énorme, quoi. Alors, on a toujours une émotion, c'est quand même des voitures extraordinaires. Mais on connaît mal, en fait. Ah, c'est compliqué. Voilà, plus. tu rentres dans... C'est pire que Ferrari, donc on dit des bêtises, donc du coup, on touche pas, quoi. Bon, c'est vrai. Hein, tu es d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on va toucher. Et on va en parler avec François Grandcène. François, c'est un jeune garçon qui a fait le CNPA, tu sais, ce centre de formation automobile. Et il a tout lâché pour aller chez Yvan Dutton, j'aurais dit Yvan Dutton, ça nous dit rien à nous Français, sauf que c'est le spécialiste anglais de la restauration des Bugatti. Et il va nous parler d'une voiture qui est là, mais on va aller le voir. Salut François. Salut Monsieur le Président. Vous allez bien? Ça va et toi? Mais ça va très très bien, je disais que d'habitude, Ferrari, tu vois, lapsus. Non, mais c'est un peu... Bugatti, c'est pire que Ferrari en termes... Moi, j'ose pas parler de Bugatti parce qu'on a l'impression qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. On a l'impression que c'est sacré. Ouais. Que c'est réservé à un cercle. Voilà. C'est vrai, ça. Mais ouais. Alors qu'en fait, les propriétaires de Bugatti adorent parler de leur voiture, adorent que les gens s'y intéressent. C'est vraiment pas des gens qui vont regarder le public de haut, c'est des gens qui aiment afficher leur voiture et c'est pour ça qu'on a amené des voitures ici, c'est pour ça qu'on n'a pas de ruban autour, que les gens puissent passer autour, les regarder, les capots sont enlevés. Voilà, c'est des voitures qui sont là pour être appréciées. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est sacré parce que l'Aveyron et la Chiron sont devenus des cathédrales, mais les voitures anciennes sont là pour être appréciées, donc c'est ce qu'on fait. Alors François, c'est top parce que tu es français. Oui. Et toi, tu as tout plaqué, tu as envoyé ton CV chez Yvan Dutton. Tu peux nous dire deux mots sur Yvan Dutton avant de parler de cette voiture? C'est une famille, c'est la troisième génération qui travaille sur des voitures françaises. Le grand-père travaillait en France sur les voitures françaises dans les années 20 et 30. Le père a commencé à travailler sur les Bugatti assez jeune et il a ouvert son garage à la fin des années 70, spécialisé en Bugatti. Et maintenant, on a la troisième génération, le fils, donc Tim Dutton. Son père, c'était Yvan Dutton, c'est lui qui a donné le nom à l'atelier. Et donc, il travaille exclusivement sur des Bugatti de Molsheim, ce qu'on appelle les Bugatti de Molsheim, c'est-à-dire les Bugatti qui ont été créés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Je sais qu'il y en a qui ont été produites après la Deuxième Guerre mondiale, mais il y en a tellement peu que... on n'a pas vraiment l'occasion de les voir. Alors ça se trouve où en Angleterre? C'est entre Londres et Oxford, plutôt du côté d'Oxford. Et vous êtes une quinzaine, hein, on est une vingtaine dans l'atelier. D'accord. Alors ce qui est génial, toi qui viens de rentrer presque stagiaire, je sais pas comment on dit, premier boulot, apprenti, voilà. On fait un peu tout. On fait de tout. On fait de la carrosserie, simple parce qu'on préfère confier la carrosserie compliquée à des gens qui savent le faire. On fait châssis, moteur, train roulant, la sellerie, on a un cellier qui est à l'extérieur. On va parler de ce modèle. Alors présente-nous un petit peu l'histoire et puis après on va rentrer point par point sur ce que vous faites et les valeurs d'Yvan Dutton. Voilà. Alors. C'est une Bugatti 57S. Donc ça a été leur dernière grande routière, la 57. Alors comme d'habitude, il y en a eu après, mais ça a été vraiment leur dernière grande routière qui s'est bien vendue. S, pourquoi? Parce que c'est le châssis qui est surbaissé. Et elle a été S, ça veut dire surbaissé. S, c'est pour surbaissé. Il y a aussi des C qui sont compressés, et des C qui sont surbaissés, compressés. Donc ça, c'est une S, donc elle n'a pas de compresseur. Elle a été transformée très tôt dans sa vie, quasiment immédiatement en voiture de course. Elle ressemble à ça actuellement. Elle a couru au Mans en 1937, elle a abandonné sur casse de boîte. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle a été améliorée pour rester compétitive. Ensuite, elle a été reconvertie en voiture de route. Et puis, une autre carrosserie de voiture de route. Ensuite, il y a quelqu'un qui a essayé de la reconvertir en voiture de course, mais c'était pas très heureux. Et enfin, on a réussi à remettre toutes les pièces qui avaient été dispersées. Tu m'as dit, mais nous, chez Yvan Dutton, on ne veut pas des carrosseries rutilantes, c'est ridicule. Explique. On peut en faire, c'est le client. Non, mais la philosophie, c'est ces voitures, celle-là a 80 ans, on en a qui ont 90 ans. Une voiture qui a 90 ans, qui est neuve, est-ce que ça a du sens quelque part? Est-ce que, que la voiture ait les traces de sa vie de course et des trucs comme ça, ça n'a pas un intérêt. Ça n'a pas un intérêt quelque part. Et donc, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est que ça a plus de sens d'avoir une voiture qui a 90 ans, 80 ou 90 ans, et qui ait les traces de sa vie, qui ait de l'huile quelque part, qui ait la peinture écaillée, la peinture soit pas brillante, le cuir est un peu abîmé. Donc là... en fait, c'est une peinture neuve. C'est une peinture neuve. On l'a peinte il y a
Il y a 3 semaines en gros. Mais vous la faites vieille. Voilà, on l'a faite vieille, c'est-à-dire qu'on l'a peinte au pinceau. Donc il y a une couche d'après moderne et ensuite on peint au pinceau. Parce que ça se faisait à l'époque. Voilà, c'est ça. Parce qu'à chaque fois que le pilote changeait et que la nationalité du nouveau pilote n'était pas la même que la nationalité de l'ancien pilote, il fallait changer la couleur. Le bleu c'était pour les pilotes français, le rouge pour les pilotes italiens, le vert pour les pilotes anglais, le noir pour les pilotes allemands, je sais plus. Ouais. Et donc les voitures étaient repeintes au bord du circuit avec un pinceau. Et donc par exemple, là on voit le châssis est à l'extérieur, donc le châssis est peint. Et donc on voit, il continue là, le châssis est à l'extérieur, mais ici on voit que la carrosserie commence au bord du châssis. Et donc à partir d'ici, à peu près, le châssis n'est plus peint. Il est du coup, enfin il y a une couche d'anti-rouille, mais il est peint couleur verte. Et donc quand il changeait la couleur, il peignait par-dessus tout. Il peignait par-dessus les boulons, il peignait par-dessus les écrous. Oui, comme vous avez fait là finalement. Exactement. Et on va aller ouvrir l'âme, parce que tu de l'autre côté, tu vas m'expliquer pourquoi Bugatti est Bugatti, ne serait-ce que sur le travail de son moteur. Bugatti c'était un artiste, son père était artiste, son frère était sculpteur, son père était menuisier, ébéniste il me semble. Il a fait des meubles qui sont absolument fantastiques. Son frère était sculpteur, c'est lui qui a fait la figure de proue, on va dire, de la Bugatti Royale. Son fils a dessiné des carrosseries absolument fantastiques, donc c'était d'abord des artistes. Et ce qui fait que, bon alors là c'est une voiture de route, mais on se retrouve avec un moteur qui est... Les pièces sont polies, c'est-à-dire que ces pièces-là, elles sortent, elles sont brutes de fonderie, elles sont granuleuses. Et chez Bugatti, ils payaient des gars qui polissaient les pièces jusqu'à ce qu'il y ait un brillant comme ça. C'était pas nécessaire. Il y a des voitures là-bas, des voitures de course, il n'y a pas besoin pour une voiture de course que l'extérieur soit forcément poli. Mais ils payaient quand même des gars pour que ce soit poli, pour que ce soit beau. Voilà, on a de l'aluminium bouchonné. Ça c'était comme ça d'époque. Voilà, c'est ça. C'était comme ça d'époque. On a de l'aluminium bouchonné. On a des. Il y a un sens quelque part où il faut que ce soit beau. Même si c'est pas nécessaire, on peut voir là par exemple. Explique-moi ça, ouais. Voilà, ça c'est le support moteur et ça c'est un amortisseur. Ouais. Si on veut accrocher le moteur au châssis, on pourrait tout à fait mettre une plaque en travers qu'on visserait à la fois au moteur et au châssis et ça prendrait 1h30 à faire. J'exagère, mais ça prendrait 1h30 à faire, ça coûterait 20 € et ce serait simple. Mais non, Bugatti a moulé son support moteur dans son bloc moteur, l'a fait passer autour de son amortisseur pour le poser sur le châssis. Il n'y en a pas besoin, on peut mettre l'amortisseur ailleurs, on peut mettre le support moteur ailleurs, mais c'est comme ça parce que c'est beau. Donc ça coûte plus cher, c'est plus pénible à faire, c'est plus long à faire, mais c'était la manière dont il ne voyait pas le besoin de le faire autrement. Même l'hélice, l'hélice du ventilateur qui est on se croirait dans le Titanic là. Sublime, c'est ça. Alors, tout est beau quoi. C'est ça. Mais c'est génial. Et tu m'as dit, vous pouvez tout refaire. C'est ça. Mais explique. En fait, comme ça fait longtemps que regarde le public est là, tout le monde écoute. François Gransaigne, la France éternelle, Yvan Dutton, qui refait. Non mais c'est magnifique, 25 ans. C'est génial. Qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi vous pouvez tout refaire? Oui, parce que les pièces étaient compliquées à retrouver dans les années 70, donc ils ont commencé à vouloir refaire des pièces. Et pour avoir des pièces les plus exactes possibles, en fait, ils ont développé leur propre brevet, ils ont leur propre dessin. Et on travaille directement avec une fonderie, on a nos propres moules pour faire les moules de fonderie. Des moules en bois, tu m'as dit. Voilà, on a des moules en bois pour faire des moules de fonderie. Et donc en fait, c'est des pièces Bugatti qui s'adaptent sur des Bugatti, qu'on peut mettre nos pièces modernes, entre guillemets, sur un moteur ancien. Tout s'adapte parfaitement, sauf que c'est nos pièces à nous. Donc on contrôle tout. On a 2 usineurs maison qui travaillent à temps plein et qui usinent de la pièce toute la journée, des morceaux de moteur, des morceaux d'essieu arrière. On a des sous-traitants, on va dire, qui nous font les pistons, l'essieu avant et les lames de ressort. Et sinon, tout le reste peut être usiné. Et on peut. Qu'est-ce que c'est cette pièce-là? C'est l'arrivée de la direction. Ça, c'est typique de Bugatti. C'est le boîtier de direction. Donc le volant arrive là. Ouais. Ça, c'est simplement des disques en cuir pour atténuer un peu les vibrations. Et ensuite, ça rentre là-dedans. Il y a une vis sans fin. Et là, ça descend et ça commande la direction de la voiture. Mais c'est pareil, il n'y a pas besoin que ce soit en aluminium poli et que voilà. Ça c'est un autre symptôme. Il faisait ses propres vis Bugatti. Ça c'est des vis Bugatti. On pourrait avoir des vis avec une tête hexagonale, mais non, c'est une tête carrée et puis ensuite c'est fraisé et puis il y a une sorte. Une vis comme ça c'est hors de prix. J'ai pas d'idée de prix. Mais je crois qu'il y en a pour 6 € pour un boulon. La vis et l'écrou, il n'y en a pas besoin, ça marche avec des vis Leroy Merlin au modèle, voilà, on en achète 100. Sauf qu'on est chez Bugatti. Sauf que Bugatti avait décidé que ça c'était bien. Alors 2 autres choses, l'intérieur, c'est une voiture de course, mais qui quand même, tu m'as dit ouais c'était comme ça, parce que moi je croyais que c'était
Puis maintenant, il y avait une plaque noire pour pas de reflet. Voilà, ça c'est typique, comme c'était pas fait à l'usine. Le plus simple, c'était d'avoir une plaque en bois noire, comme ça le soleil ne se reflète pas dans les yeux du conducteur parce qu'il conduit toute la journée, le soleil va bouger et tout, et il risque pas de se retrouver aveuglé par le reflet du soleil dans de l'aluminium bouchonné. Qu'est-ce que c'est que les petits boutons là? Ça servent à quoi? Alors, j'avoue que j'en ai aucune idée. Il doit y avoir l'allumage quelque part, il doit y avoir une pompe à essence électrique. Non, les phares sont commandés à la clé, ça c'est marrant aussi. Je sais plus quels sont les autres, et j'avoue qu'il y a certaines fois où ils sont pas câblés simplement. Mais c'était les compteurs d'époque. Hein, ça c'est des compteurs. Celui-là est un compteur d'époque, je pense. L'autre, je peux pas être sûr. Et vous les refaites? On peut en refaire, voilà. Alors j'ai posé une question bête, moi. Jamais de question bête. Mais non, je l'ai posée, mais je la repose. Je dis qu'est-ce qu'il y a derrière le coffre? Il y a un réservoir qui fait 100 litres à peu près. Voilà. Et tu m'as dit sinon il n'y a rien. Sinon il y a un grand morceau de rien. Voilà, c'est du vide pour le poids. Le réservoir s'arrêterait à peu près ici, et puis ensuite là, il n'y a rien. Il y a la batterie, une pompe à essence, enfin ça doit Tu m'as dit on prend le thé à 5h et tout. Voilà, c'est ça. On prend le thé à 10h et à 3h. Ouais. C'est génial. C'est bien, oui. Franchement, non mais tu te rends compte d'avoir... Il y a une forme de... On a l'impression d'être dans une bulle prise dans le temps, en fait. Parce que ces voitures-là... il n'y aura jamais quelqu'un qui va nous amener cette voiture-là et qui va nous dire il faut qu'elles soient prêtes jeudi parce que j'en ai besoin pour aller au boulot. C'est juste des jouets. Leurs propriétaires les considèrent comme un enfant pourrait considérer son jouet parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, c'est quelque chose qui les rend heureux. On connaît qui vont au boulot avec, mais... Ah ouais, quand même, il y en a encore en Angleterre. Oui. Ils sont top les Anglais. Pardon d'être vulgaire, mais du tout. Qu'est-ce que ça vaut cette voiture-là? Celle-là, j'en ai aucune idée. Non mais bon. Celle-là, j'en ai vraiment aucune idée parce que c'est un projet assez particulier, mais les Bugatti, ça commence pour une Bugatti de route, ça peut commencer à 250 ou 300 000 et puis ça peut monter jusqu'à les 57, une 57 SC Atlantique qui s'est vendue 52 millions de dollars. Oui, c'est ça. Oui, faut ça. Ça peut pas être une personne normale qui a une Bugatti parce que même si on en hérite, ça vaut tellement cher, même l'assuré. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a des personnes normales qui en ont hérité, mais si on veut s'en servir bien, il semblerait que les assurances soient hors de prix. Parce que c'est des voitures qui ont une vraie valeur maintenant. L'époque où on trouvait une Bugatti dans une grange et où on pouvait la restaurer et puis rouler avec est un peu révolu malheureusement. Même si leur propriétaire actuel roule tout à fait avec. Ouais, tu m'as dit ils adorent, les Anglais surtout, c'est ça, les Anglais. Ils foncent à Goodwood, ils peuvent la casser, ils s'en foutent. Les Anglais considèrent que c'est des voitures et que ils ont raison, nous aussi. Et que quand c'est des voitures de course, c'est des voitures qui doivent courir et que si une voiture de course court pas, elle meurt. Ça sert à rien d'avoir une voiture de course. Meurt, mais je vais mettre ça. Si une voiture ne court pas, elle meurt. Donc du coup, les Anglais n'hésitent pas à mettre leur voiture dans le bac à gravier sur un circuit ou malheureusement des fois dans le mur. Et puis elles arrivent à l'atelier chez nous ou ailleurs et puis il faut qu'elles soient prêtes pour l'année prochaine. Voilà, ça part pas jeudi. Il y a quand même, on dit que c'est la marque qui a été la plus copiée. Il y a beaucoup de faux comme les Picasso. C'est pas en Argentine qu'il y a une société qui En Argentine, il y a une société qui en fait des vraies fausses, qui en fait des copies exactes. C'est-à-dire qu'ils ont les plans et ils fabriquent sur plan. Donc en fait, c'est des Bugatti de l'époque, mais construites aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais alors vous craignez, vous savez les repérer, vous, parce qu'il y a des trucs. Vous savez les repérer parce qu'il y a des petites différences, oui. On les craint pas parce que quelqu'un qui veut acheter une vraie Bugatti, ils te vendent pas ça comme une Bugatti, les mecs. Voilà. Mais il y a quand même des faussaires aussi. Je parle pas. Il y a des faussaires, mais heureusement avec trois générations de gars qui ont bossé là-dessus, on arrive à les repérer assez vite. Enfin, ils arrivent à les repérer assez vite. 2 tonnes là qui arrive. Donc vous avez entendu. Si jamais parmi les petits observateurs, nous avons un possesseur de Bugatti. D'abord, il nous appelle, qu'on fasse une petite observation. Mais non, mais vous appelez François Gransaigne chez Ivan Button, on mettra le lien. Tu me dis ça peut durer 2 ans, ça. Oui, parce qu'on préfère que les voitures soient bien faites plutôt qu'elles soient se dépêcher sur une Bugatti. Il y a un côté d'artisanat éternel, l'Angleterre éternelle, et je trouve ça génial qu'à 25 ans, voilà, tu n'es plus Golden Member, tu es vraiment. Il faut te confier un ministère de l'amour et de la passion. Enfin, j'aime pas voilà, c'est de l'amour poétique automobile. Voilà, c'est ça. Poétique automobile. Mais oui, tu parles des moteurs avec. Ouais. Non, parce que moi j'avais eu la version off et vraiment j'avais ma larme à l'œil. Là, je refais, mais j'espère que vous avez aimé. Voilà, merci François, mon commandant. Allez, on y va. Nous allons faire un Charpanzer maintenant de la Deuxième Guerre mondiale. Merci à tous. Est-ce que tu sais pourquoi elle a les feux rentrés? Moi, je m'étais dit c'est pour gagner en aérodynamisme ou tu sais par exemple là. Ben alors. C'est simplement pour pas que quand elle suit notre voiture, les carreaux soient fracassés par les gravillons. Ah oui, pour la casse. Moi je savais pas. 2 jours, mettons tourner les feux pour. Oui. Et la plaque pareil. La plaque, ça c'est pratique pour les radars. Non, pardon. Enfin, voyons.
Non, ça c'est vraiment pour le coup parce que sinon ça fait un frein. Même si l'aérodynamique n'était pas très développée à l'époque, ils se rendaient bien compte que ça appuyait sur l'air. Tu décodes donc. Ils avaient. Mais c'est énorme ce que tu dis. Non, mais moi je savais pas. d'aérodynamisme. Donc on s'en fout d'être flashé. Je veux gagner en aérodynamisme, donc la plaque je la mets à la verticale. Voilà, c'est puis ça. Je vais te photographier par un drone quoi. Voilà, exactement. Les hélicoptères de la marée chaussée.